1973. Led Zeppelin est en tournée aux États-Unis pour défendre son dernier album, Houses of the Holy. Fort du triomphe de Led Zeppelin 4, le groupe est en pleine confiance, tout semble possible. Il s'installe alors dans la propriété de Mick Jagger, le manoir de Stargroves, pour y composer l'essentiel des morceaux du nouvel album. Les 4 musiciens cherchent à repousser les limites, à explorer de nouvelles sonorités, à produire quelque chose de plus abouti, de plus audacieux. Naît alors Houses of the Holy, un disque qui s'inscrit dans la continuité de leur ascension fulgurante. À sa sortie, le 28 mars 1973, il se hisse directement à la première place des charts au Royaume-Uni et aux États-Unis. L'album sera certifié Diamond, avec près de 12,5 millions d'exemplaires écoulés dans le monde, dont 11 millions rien qu'aux États-Unis. S'ensuit une tournée américaine gigantesque, aux recettes records, qui surpassent même celles des Beatles et d'Elvis Presley. Led Zeppelin, c'est ça, des albums conçus comme des œuvres à part entière, pensés dans la globalité, riches, cohérents et novateurs. Pas de single, pas de 45 tours. Quelques très rares exceptions, mais toujours un refus net de se plier aux règles de l'industrie. Et justement, et si la singularité de Led Zeppelin tenait justement à cela, rejeter les règles du marché pour imposer les leurs. Pas de format radio, pas de passage à la télé. Juste des albums comme des univers complets, où chaque morceau a sa place, et où l'écoute ne se fragmente pas. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Car si Led Zeppelin fonctionne comme ça en 1973, on se rend compte qu'ils appliquent cette stratégie depuis leur début en 1968. Pourtant, à la fin des années 60, la pop occidentale vit encore au rythme du 45 tours. La radio programme essentiellement des morceaux de 3 minutes, chaque single est pensé comme une petite œuvre jetable destinée à grimper les classements hebdomadaires. Pour l'industrie, c'est l'unité économique idéale. Dans ce paysage, les Beatles dominent sans partage. 20 numéros 1 au Billboard Hot 100 en seulement 8 ans, record absolu qui cristallise l'idée qu'un succès commercial passe avant tout par le format single. Pendant ce temps, à Londres, Jimmy Page est devenu l'un des guitaristes de session les plus demandés de la décennie. Entre 1963 et 1966, il enchaîne jusqu'à 3 séances d'enregistrement par jour et joue, au total, sur des centaines de disques. Il joue notamment pour des grands noms de la scène britannique, mais aussi de la scène française, comme Françoise Hardy, Michel Polnareff et Johnny Hallyday. Mais ce rythme effréné s'arrête en 1966, car Jimmy Page se consacre pleinement à son rôle de bassiste et lead guitariste au sein des Yardbirds. Et sur le plateau, en direct du Bouton Rouge, eh bien oui, les Yardbirds sont là. Les Yardbirds, c'est toujours à la batterie Jim McCarthy, merci pour le petit sous-roulement de batterie, c'est très chic. À la guitare, Jim Page, Chris Dreja et le chanteur Keith Relf. Il enregistre notamment le morceau instrumental Beck's Bolero avec Jeff Beck, John Paul Jones à la basse et Keith Moon à la batterie. Une session explosive qui lui donne l'idée de fonder un jour son propre supergroupe. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Il continue au sein des Yardbirds jusqu'en 1968, mais tout le monde quitte le groupe pour différentes raisons. Page se retrouve alors seul dans cette formation, avec une tournée scandinave déjà signée. Il doit alors trouver une solution pour honorer son contrat. L'idée d'abandonner passe très vite en dernier plan, il est déterminé à continuer et se dit que c'est l'occasion parfaite de former ce fameux supergroupe. Il décide alors de reconstruire une formation à son image et d'enregistrer un album qu'il produira lui-même. Au même moment, le bassiste-arrangeur John Paul Jones, lassé des sessions, apprend par la presse que Page cherche un nouveau line-up. Sur les conseils de sa femme, il téléphone au guitariste le 19 juillet 68 et se propose. Page accepte sans hésiter, séduit par son expérience de studio et sa polyvalence. Pour continuer sur sa lancée, il fait appel au chanteur Terry Reid. This guy Terry Reid seemed to be the one that I wanted to access, but curiously enough, the office was sort of looking for him. So anyway, he recommended Robert, and so I went to see Robert at a teachers training college in Birmingham, and he had a band called Obs Tweedle. So I went to see Robert in Obs Tweedle, and I thought, well, he's from, you know, he's got a good voice there, and I brought him down to my house at Pangbourne. I gave him the idea that I said I want to put this band together, and I don't even know whether he even knew who I was, but I said, you come down to my house and I'm going to play you some material. If he hadn't have been interested in these ideas, then I would have been looking for somebody else because I knew exactly what I was going for, but it was really mutable, it worked well. Le line-up commence à se préciser, mais il manque encore un batteur. Le chanteur fraîchement arrivé recommande son ami John Bonham, repéré dans Band of Joy.
Page va le voir jouer à Hampstead en juillet 68 et sa puissance le frappe immédiatement. Mais Bonham, déjà courtisé par Joe Cocker et Chris Farlow, hésite et finit par céder après avoir reçu plus de 40 télégrammes d'insistance de Page et Plant. Le Quatuor se retrouve enfin à la mi-août 68 dans un minuscule sous-sol de Soho. Il lance Train Kept a Rolling de Tiny Bradshaw et d'après Bonham, tout a pris sens en quelques mesures. L'alchimie est si évidente qu'ils conviennent sur le champ de poursuivre ensemble. Le line-up est prêt, la tournée en Scandinavie peut commencer. Ils adoptent alors provisoirement le nom de New Yardbirds et montent sur scène le 7 septembre 68 près de Copenhague. You got a lot, and that's what I want. Communication breakdown, it's always the same. Having a nervous breakdown drive me insane. Cette mini-tournée scandinave sert de test grandeur nature pour la nouvelle formation. Le groupe se rôde en live, affine sa cohésion et commence déjà à marquer les esprits par sa puissance sonore. En coulisses, Page sait déjà que la future entité changera de nom. Il a en tête l'expression « Lead Balloon », une plaisanterie de Kiss Moon sur son groupe qui s'écraserait comme un ballon de plomb. La transition est en marche, l'aventure peut commencer, mais il manque encore quelqu'un à l'appel. You rented it and you control it isn't selling fucking pirate posters. You have to somebody else to come and tell you that it's doing. Quand on parle de Led Zeppelin, un cinquième protagoniste se tient toujours dans les parages, Peter Grant. Il arrive au rock avec un instinct de protecteur et une carrure capable d'impressionner n'importe quel promoteur. Avant Zeppelin, Grant a déjà roulé sa bosse. Il a été chauffeur pour les tournées britanniques de Chuck Berry et Gene Vincent et tour manager des Yardbirds à partir de 66. C'est dans ses coulisses qu'il observe la manière dont les labels et les promoteurs ponctionnent les recettes des groupes et qu'il jure de renverser le rapport de force. À l'automne 68, alors que Page finalise sa nouvelle formation, Grant accepte d'en devenir le manager. Il ne signe aucun contrat papier, simple poignée de main, confiance totale. Cette poignée de main restera la seule base légale de leur collaboration pendant 12 ans, preuve d'une loyauté réciproque rare dans l'industrie. Son premier coup d'éclat arrive aussitôt. Le 11 novembre 68, dans les bureaux new-yorkais d'Atlantic, Grant obtient pour Led Zeppelin une avance de $200 000, une somme record pour un groupe qui n'a encore sorti aucun disque. Au-delà de l'argent, l'accord contient une clause révolutionnaire, le groupe garde le contrôle artistique absolu. C'est lui, et lui seul, qui décide de la date de parution des disques, du choix des chansons, de la pochette, et même de l'opportunité de sortir un single. Atlantic n'a pas son mot à dire. There are a lot of managers, unfortunately, who were on what is known as record company managers. They'll go in and make a deal and it's kind of, too pally with the record company. Hence, you don't really get the best for your act, but you get your commission. As far as I'm concerned, no way, It's the group and the manager, be the rest. It was a boxing promotion. De plus, alors que la norme des années 60 donne 40% du guichet aux artistes, il exige et obtient 90% des recettes de billetterie pour Led Zeppelin, ne laissant que 10% aux promoteurs. Cette répartition, impensable jusque-là, devient un nouveau standard auquel se rallieront d'autres groupes majeurs. Mais ce n'est pas tout. Grant orchestre aussi la stratégie anti-single, pas de passage télé, pas de 45 tours au Royaume-Uni, afin d'obliger le public à vivre l'album ou le concert dans son intégralité. Si vous voulez entendre Zeppelin, achetez le disque ou le billet. En bref, Peter Grant n'est pas seulement un manager, c'est le rempart qui permet au Quatuor de conserver sa liberté artistique et de transformer cette liberté en puissance économique. Grâce à lui, Led Zeppelin entre dans l'aventure avec une avance financière record, un contrat taillé sur mesure et des marges de concert impensables, autant d'atouts qui vont alimenter leur ascension fulgurante. Comme on l'a vu, ce contrat révolutionnaire désigne un tournant majeur dans l'histoire du groupe. Car un peu plus d'un mois avant la signature avec Atlantic, le groupe ne disposait d'aucun fonds. Avant cette avance d'argent, Page avait réservé le Studio One d'Olympic Studios. Et entre fin septembre et début octobre 68, le groupe enregistre son premier album. Ils font l'exploit de tout enregistrer en 36 heures, réparties sur plusieurs nuits.
Le tout pour une facture intégrale de 1782 livres sterling, réglée sur leurs économies. Du jamais vu, et ce n'est même pas ça le plus fou. À Noël, les musiciens s'envolent pour leur première tournée nord-américaine. Le 26 décembre 68, ils montent sur la scène en première partie de Vanilla Fudge. Dès les soirs suivants, à Seattle, puis Vancouver, critiques et spectateurs s'accordent à dire que la première partie vole le show aux têtes d'affiche. Cette série de 31 concerts jusqu'au 16 février 69 fait grimper la rumeur à chaque escale, un nouveau son massif, autoproduit, impossible à cataloguer. Et c'est là qu'on commence à sentir le talent brut de Led Zeppelin. Car le 12 janvier 69, Atlantic publie Led Zeppelin 1 aux États-Unis, 3 mois seulement après l'enregistrement. L'album atteint la 10e place du Billboard en 8 semaines, confirmant que le pari de financer soi-même l'enregistrement, négocier la liberté artistique et conquérir la scène américaine vient d'être gagné. Et ce n'est que le début. Entre 1969 et 1973, Led Zeppelin passe d'outsider à phénomène live, plus de 600 concerts répartis sur 9 tournées nord-américaines successives. L'essentiel de leurs dates se joue aux États-Unis, où ils remplissent de plus en plus de grandes salles et renversent régulièrement les têtes d'affiche qu'ils sont censés précéder. Single performance in one place in the entire history of the world. Au Royaume-Uni, la reconnaissance arrive vraiment avec le Bass Festival, le 28 juin 70. Un parterre estimé à 150 000 personnes acclame un set de 3 heures, point de bascule qui fait dire à la presse musicale que c'est leur triomphe national. Mais tandis que le public grossit, la critique se cabre. Rolling Stone juge le premier album basique et sans imagination et qualifie Led Zeppelin 3 de bloc massif dépourvu de subtilité. Cette hostilité devient le parfait repoussoir. Page et Grant décident de s'appuyer encore plus sur la ferveur des salles américaines. Côté business, Grant continue la stratégie anti-single dont on a parlé au début. Aucun 45 tours n'est édité au Royaume-Uni pendant la carrière du groupe, afin de forcer l'écoute intégrale des albums et de creuser l'aura de rareté. Seules 2 concessions, Whole Lotta Love et Immigrant Song, sortent en single, mais aux États-Unis uniquement. Même si Peter Grant et le groupe y étaient opposés, ils ont fini par céder afin d'entretenir de bonnes relations avec le label qui venait d'avancer $200 000 au groupe. On voit donc apparaître des hostilités dans la presse et de la part du label qui fait pression. Mais cela n'empêche pas le groupe d'avancer selon sa vision. Ils font fi de la critique, expriment leur art comme ils l'entendent, et ça se ressent vraiment dans le studio, qui devient un terrain d'expérimentation. This is the hall where the drums were set up and where Levy Breaks was recorded. We had been recording in this room here. Bonzo had ordered a new drum kit. His tech, his road manager, had set it up in the hall. And when Bonzo came out, he started playing it in this thing, and it was this huge expanse. You're getting the drums reflecting off of the walls. This wonderful ambience to the drums. L'ingénieur du son place la batterie de John Bonham au pied d'un escalier et suspend 2 micros 3 étages plus haut, captant une réverbération naturelle devenue légendaire de par son originalité. We had a recording truck parked on the outside here, and you'd be running the wires from their cables with the mic leads, running them into their house. The mics were put up here over the banisters here. Encore à titre d'exemple, sur Black Dog, Jimmy Page assemble plusieurs amorces de pistes de guitare, créant un collage sonore qui sert d'intro pour épaissir le riff. Hey, hey, mama said the way you move, gonna make you sweat, gonna make you groove. The way you shake that thing, gonna make you burn, gonna make you stay. Et pour traduire ses trouvailles sur scène,
Page adopte dès 1971 la Gibson à double manche, seul moyen de jouer en continu les parties à 12 cordes puis à 6 cordes de Stairway to Heaven sans changer d'instrument. L'image de ce monstre rouge devient un symbole des concerts de stade à venir, rappelant une fois de plus leur univers artistique singulier. Entre tournée marathon, innovation technique et bras de fer avec la critique, Led Zeppelin forge, durant ces 4 années, l'essence sonore et stratégique qui fera de lui un empire du rock. Mais pour un tel succès et un tel résultat, il faut parfois savoir prendre du recul. Et ça, Led Zeppelin l'avait bien compris. En effet, à l'été 1970, après 18 mois de tournée interrompue, Peter Grant retire Led Zeppelin de la route. Il veut offrir au groupe l'espace pour inventer quelque chose de vraiment neuf. Page et Plant se replient d'abord à ce cottage gallois perché au-dessus de la vallée de Diffie. Autour d'un feu de cheminée, ils esquissent des accords acoustiques qui deviendront Going to California et nourriront de futures chansons du 4e album. En décembre 70, le groupe entre à Island Studio à Londres pour des premières prises. Mais Jimmy Page cherche un lieu moins aseptisé. Le 2 janvier 1971, ils installent la Rolling Stone Mobile, donc un studio mobile, devant Headley Grange, un ancien hospice victorien. Robert Plant se souviendra, « Nous vivions dans ce manoir qui tombait en ruine, l'atmosphère a tout dicté. » John Paul Jones confirmera en riant, « On s'est rué pour trouver la chambre la moins humide. » Loin des studios citadins, l'inspiration frappe à toute heure, Rock'n'Roll naît en 15 minutes, Black Dog est créé car un chien erre dans la cuisine, et Stairway to Heaven est écrite dans le grand salon par Plant, accompagné de Page à la guitare acoustique. Au milieu des sessions, le groupe décide que l'album ne portera aucun titre et sera identifié uniquement par 4 symboles personnels. Atlantic crie au suicide commercial, mais Page refuse de livrer les bandes tant que le label n'accepte pas la pochette muette. Fin février 71, les prises sont terminées. De retour à Highland, Page supervise le mixage, les bandes quittent le studio sous scellé. L'œuvre sans nom, fruit de l'isolement à Headley Grange et de la foi inébranlable du groupe en sa liberté artistique, est prête. Le 5 mai 1973, Led Zeppelin se produit au Tampa Stadium devant 56 800 spectateurs. En une soirée, le groupe efface le record détenu depuis 1965 par les Beatles à Shea Stadium et valide la réputation de plus grande attraction live du rock. La tournée nord-américaine qui suit encaisse près de 4 millions de dollars. Chaque escale devient un carnaval de fêtes continues, de fatigue chronique et d'excès rapportés par la presse. Un critique parlera d'orage de décibels et de chaos hormonal. À la fin de ces 2 années intenses, la tension rompt. Le 4 août 1975, en vacances sur l'île grecque de Rhodes, Robert Plant perd le contrôle de sa voiture de location, le véhicule dérape, percute un arbre, puis s'immobilise dans le fossé. Le chanteur souffre de fractures multiples à la cheville et au coude, son épouse Maureen subit des blessures potentiellement mortelles. L'accident cloue Plant dans un fauteuil roulant pendant 6 mois. À la suite de cet accident, Jimmy Page réserve Musicland Studio à Munich. Entre le 8 et le 27 novembre 1975, Led Zeppelin enregistre l'album Presence en 18 jours. Plant chante assis, Page dirige les sessions jour et nuit au bord de l'épuisement. Le disque qui en résulte est sombre, reflet de l'épreuve difficile à encaisser. Sa pochette, illustrant un objet noir énigmatique, désigne l'angoisse latente du groupe. Mais la survie artistique passe par cette épreuve, sortir vivant d'un accident et prouver qu'en dépit de la fatigue, la flamme ne s'est pas éteinte. Et au contraire, le groupe avait déjà prévu un bon rebondissement. Car en mai 1974, un an avant l'accident, Led Zeppelin lançait Swan Song Records, son propre label. L'idée était simple, éditer les albums du groupe tout en soutenant d'autres artistes comme Bad Company et The Pretty Things. La première parution de Zeppelin sous Swan Song fut un double album monumental, Physical Graffiti. Conçu à partir de 8 nouveaux titres et de chutes de séances antérieures, le disque réunissait 15 morceaux. Publié le 24 février 1975 aux États-Unis et le 28 en Angleterre, Physical Graffiti débutait numéro 3 au Billboard 200 avant de s'installer numéro 1 pendant 6 semaines dès le 22 mars.
Il devint le premier album certifié platine sur précommande seul et sera plus tard 16 fois platine aux États-Unis. Avec Swan Song pour rampe de lancement, ce double album offrait à Led Zeppelin son trésor, la preuve qu'une production 100% autonome peut régner sans partage sur les classements, tout en repoussant les frontières musicales. Ainsi, le groupe contrôlait intégralement sa musique, son image et ses profits, récompense suprême d'une quête commencée en 1968. Et tout cela, ça représente pour eux un vrai tremplin. Le 30 avril 1977, Led Zeppelin franchit un nouveau sommet, plus de 76 000 billets vendus à Détroit, record mondial pour un concert en salle. Mais 3 mois plus tard, l'ascension bascule. Le 26 juillet 1977, Robert Plant apprend à la Nouvelle-Orléans la mort soudaine de son fils de 5 ans, Carac. Les 10 dernières dates américaines sont annulées sur le champ. Le groupe se retire pendant plus d'1 an. He was a mountain man. How did you get through that? Well, it wasn't easy, especially in the light of the fact that there's the whole hysteria that surrounded the mid to late 70s was it was anything but conducive to a normal family life. There's no words that are anywhere to be found that can tell you about the sort of huge abyss. I wrote another song about him called I Believe, which was on an album in 1992, and it was, and every now and again, he turns up in songs, for no other reason than I miss him a lot. Entre-temps, le paysage musical change, le punk balaie la presse britannique et le disco envahit les classements. Lorsque Zeppelin remonte sur scène, certaines critiques les déclarent déjà obsolètes. Pour réagir, Plant, Jones, Page et Bonham cherchent un nouveau territoire sonore. En novembre 1978, ils s'enferment 3 semaines au Polar Studios de Stockholm, une propriété d'ABBA. Le choix d'un studio neutre, loin des excès habituels, marque leur volonté de repartir à zéro. Là-bas, John Paul Jones se prend les commandes musicales, synthétiseurs Yamaha, séquenceurs et clavinets saturent les maquettes. Le résultat, In Through the Outdoor, publié le 22 août 1979. L'album entre directement numéro 1 aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Nouvelle-Zélande. Il contient notamment All My Love, qui rend hommage au défunt fils de Plant. Pour célébrer la sortie, le groupe organise 2 concerts-événements au Knebworth Festival en août 1979, ses premières dates britanniques depuis 4 ans. Les billetteries explosent, jusqu'à 200 000 spectateurs selon la police. Mais les journalistes, galvanisés par la révolution punk, jugent leur performance rouillée. Malgré ces critiques, Led Zeppelin vient de prouver qu'il peut encore dominer les classements et remplir des salles, tout en explorant des sonorités inédites. La route du retour est engagée, le groupe a transformé la tragédie personnelle et la pression d'une scène en mutation en un album d'avant-garde et un comeback géant. Mais l'euphorie redescend le 25 septembre 1980. John Bonham, drummer with the British rock group Led Zeppelin since its inception in 1968, was found dead today at the home of a friend in Windsor, England. Bonham was 32. A spokesman refused to give the cause of death pending an autopsy tomorrow. John Bonham est retrouvé sans vie après avoir absorbé environ 40 verres de vodka en 12 heures. L'autopsie conclut à une asphyxie causée par ses vomissements. Désorientés, les 3 survivants se réunissent à Jersey. Le 4 décembre 1980 à 17h, ils publient un bref communiqué. La perte de notre cher ami nous conduit à décider que nous ne pouvons pas continuer comme avant. Led Zeppelin cesse d'exister. Quelques tentatives ponctuelles suivent. En juillet 1985, Jimmy Page, Robert Plant et John Paul Jones acceptent une invitation pour Live Aid à Philadelphie. 2 batteurs de remplacement, Phil Collins et Tony Thompson, peinent à synchroniser leur partie. Les retours de scène sont défaillants et Plant qualifie plus tard la prestation de foutue atrocité. Mais le déclic survient lorsque l'ex-patron d'Atlantic, Ahmet Ertegun, meurt en 2006. Pour financer la fondation qui portera son nom, les 3 membres acceptent un concert unique. Le 10 décembre 2007, Led Zeppelin envahit l'O2 Arena de Londres. Les chiffres donnent le vertige, 20 millions de demandes enregistrées en ligne pour 18 000 sièges. Record homologué par le Guinness World Record. Sur scène, Jason Bonham reprend la place de son père. Le groupe ouvre sur Good Times, Bad Times, joue pour la première fois For Your Life en public et couronne le rappel par Rock and Roll. Il joue 2 heures d'un set répété pendant 6 semaines que la presse salue unanimement. Le film-album Celebration Day sort mondialement en octobre 2012
grimpant numéro 1 des ventes DVD dans 13 pays. Le retour triomphal clôt le voyage du groupe, scellant définitivement son héritage. Après le concert de l'O2, Jimmy Page adopte un nouveau rôle, archiviste de l'œuvre. Entre 2014 et 2015, il supervise la réédition, album par album, des 9 disques studio. Chaque volume est remasterisé à haute résolution et accompagné d'un second CD de compagnons audio rempli de prises inédites. L'opération part de Led Zeppelin et s'étire jusqu'à Coda, offrant aux fans un voyage chronologique dans les bandes originales du groupe, un portail vers l'époque des sessions, selon Page lui-même. Sur les plateformes, l'effet est immédiat. En 2025, Led Zeppelin réunit 20,5 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify, rivalisant avec de nombreuses têtes d'affiche actuelles. So when Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones, and John Bonham burst on the musical scene in the late 1960s, the world never saw it coming. We love you. Best band ever. Ce passage de témoin ne résonne pas que dans la musique, mais plus largement dans l'industrie. Car Led Zeppelin a quitté la scène il y a plus de 40 ans, mais son choix fondamental, posséder le son, le disque et la décision finale, s'est mué en règle d'or du XXIe siècle. Leur label Swan Song, créé en 1974 pour publier leur musique sans filtre extérieur, est désormais étudié comme l'ancêtre des deals inversés où l'artiste reste actionnaire majoritaire de son catalogue. L'artiste qui garde la main sur sa création peut traverser les époques, qu'il presse ses chansons sur vinyle ou qu'il les diffuse sur une plateforme algorithmique. Ainsi, le monde ordinaire de 2025 reflète la morale finale, maîtriser son œuvre, c'est garantir sa pérennité. To heaven.